moi c'est Jérôme. J'ai été ingénieur pendant 7 ans dans le nucléaire en fait. Et puis un soir par hasard je suis tombé sur Earthlings, ça veut dire terrien en français. Et en gros c'est un documentaire qui montre tout ce que fait subir l'homme à l'animal. Et avant de voir ce documentaire, j'avais jamais réfléchi à la question animale, on va dire. Donc j'allais dans les supermarchés, puis je m'achetais du poulet moutarde 3 minutes au micro-ondes ou lapin, je sais pas quoi là. Et voilà, j'avais jamais réfléchi au truc. Et le fait de regarder ce reportage m'a fait prendre conscience juste après. Je me suis dit, mais les hommes sont complètement tarés en fait envers les animaux. Et je me suis dit, j'ai plus envie de participer à ça. Et donc dès le lendemain, je suis devenu végétarien, j'ai adhéré à une association végétarienne et j'ai commencé à militer. Voilà. Après, un mois plus tard, je suis devenu vegan, parce que pour moi c'était complètement évident que je voulais plus participer au massacre animal, en gros. Hein. Voilà, je voulais respecter les animaux. Et ça m'a ouvert en fait, voilà, je suis devenu vegan uniquement pour le droit des animaux en fait, puisque pour moi ils avaient le droit de vivre. Hein. On va dire que je suis pas du tout, j'aime pas spécialement les animaux ni je les déteste. Hein. Je suis neutre envers eux, mais bon, comme c'est des êtres sensibles, ils ont le droit de vivre, hein, comme nous, ils souffrent, donc autant ne pas les faire souffrir, sachant qu'on est soi-disant l'espèce la plus évoluée, donc si vraiment on est évolué, il faut arrêter les souffrances autour de nous. Voilà, pour moi c'est ça l'altruisme et la compassion qu'on peut avoir. Voilà, le fait de devenir vegan uniquement pour les animaux m'a ouvert aussi les autres portes, par exemple la santé, puisqu'évidemment quand on se met un régime, on va dire, alimentaire végétalien, on se renseigne quand même pour la santé, même si on le fait pour les animaux. On voit aussi que ça a un bon impact sur l'environnement, donc en gros ça a été que du bonus, on va dire, que ce soit moins polluant, que ce soit mieux pour la santé, que ce soit mieux pour la fin dans le monde, etc. Donc ça m'a ouvert à la fois la porte de l'environnement, la spiritualité et de la santé. Même si j'étais en bonne santé avant, hein, et puis après j'ai toujours été en bonne santé. Ça. Je bossais dans le nucléaire quand je suis devenu vegan. Donc un peu du jour au lendemain, je suis devenu l'ovni parmi les collègues qui mangent végétalien au resto, quoi. Et puis je suis devenu de plus en plus écolo. Et je me suis rendu compte évidemment que à l'époque, quand je suis rentré dans le nucléaire, c'est pas ce que je voulais faire. Mais voilà, on a un job au début, on est content. J'étais neutre par rapport au nucléaire. Je me disais, bon, admettons, il faut bien l'électricité. Et en devenant écolo, je me suis rendu compte que le nucléaire, c'est un des pires trucs que l'humanité ait fait, en gros. Donc je voulais plus continuer dans ce métier qui n'était pas du tout éthique. Surtout que j'ai terminé ma carrière, on va dire, dans le nucléaire militaire. Donc je travaillais sur des sous-marins avec réacteurs nucléaires embarqués. Donc là, je me suis dit, nucléaire plus militaire, il faut arrêter les conneries. Et en plus de ça, j'avais l'impression de perdre 5 jours de ma vie pour gagner de l'argent, de vivre que 2 jours par semaine, en gros. Donc je me suis dit, je préfère choisir le temps plutôt que l'argent. Donc je suis parti du nucléaire, et entre autres pour lancer un projet d'écolieu vegan. Voilà. Parce que pour moi le véganisme au niveau individuel et au niveau militantisme ça ne me suffisait pas, parce que je militais tous les samedis, tous les dimanches, voilà, il y a des actions un peu partout et j'étais à fond là-dessus sur tous les thèmes d'exploitation animale, tout le temps en train de militer. Et je me suis dit, c'est un peu David contre Goliath, bon, même si David y gagne à la fin, mais là on n'est pas certain qu'on va gagner à la fin parce qu'on se bat contre des lobbies très puissants, un système très puissant. Et donc on pourrait éventuellement militer toute sa vie sans qu'il se passe rien, quoi. Enfin, où ça change très peu les choses. Donc je me suis dit, je ne vais pas continuer comme ça. Enfin, je continue toujours à militer actuellement, mais moins. Et donc j'ai voulu créer un écolieu vegan, c'est-à-dire un lieu où l'éthique végane était respectée, on ne se pose même plus la question. En fait, un micro-monde vegan, quoi. Voilà, autant créer le monde un peu qu'on souhaite, le monde idéal, directement, plutôt que d'attendre de changer toute la société, tout un pays, le monde entier, pour être satisfait. Donc autant être satisfait directement en créant son petit micro-monde. Et j'avais rejoint un projet d'écolieu vegan en groupe en Ardèche méridionale, donc dans l'Ardèche climat méditerranéen. Et c'était un projet pas encore concrétisé, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe sur internet et puis on réfléchissait à faudrait s'acheter un terrain en commun, etc.
Et donc quand l'initiatrice du projet trouvait un terrain, le problème quand on est en groupe comme ça, c'est qu'on n'est pas très réactif. C'est-à-dire que si on fait une SCI ou un GFA, ça c'est des formes juridiques d'acquisition du foncier, quand on trouve un terrain, il faut financer qui met quelle part dans le projet. Donc entre déjà le nombre de personnes qui sont enthousiasmées par un projet et le nombre de personnes qui sont prêtes à mettre la main au portefeuille, il y a une grosse différence. Donc les effectifs étaient beaucoup moins élevés une fois qu'on disait bon, maintenant qui est-ce qui finance le projet? Et si on ne finançait pas tout le projet, il fallait faire un prêt. Donc comment on finance le prêt? Il fallait aussi réfléchir. Et aussi, il faut faire un peu comme dans une asso, un règlement intérieur, au fait, quand on fait une SCI, quoi. Donc il faut faire quand même pas mal de documents. Et tout ça, ça prend quand même plusieurs mois, quand on est un groupe de 2, 3, 10 personnes. Et en fait, les terrains qu'on avait vus, ils étaient achetés par des particuliers bien avant, quoi. Parce que quand on est un particulier, on a un coup de cœur, hop, on peut acheter, en moins d'une semaine, on peut acheter le terrain. Alors qu'en groupe, c'est beaucoup plus long. Et donc ce projet-là, ça faisait plusieurs années qu'il était en cours, et donc on a fait le constat que ça ne fonctionnerait pas sous cette forme-là. Donc l'initiatrice du projet, elle a acheté 10 hectares de forêt près de chez elle, toute seule, avec son argent personnel, pour faire un oasis vegan pour animaux de compagnie et domestiques. Voilà, donc elle a concrétisé son projet parce qu'elle, c'était plutôt sa branche, c'était ça, sauver des chats, des chiens, des moutons, des poules, etc. En les nourrissant vegan, évidemment. Et moi, c'était pas du tout la branche qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le lieu de vie pour vegan et la production de fruits et légumes pour nous-mêmes. Donc je me suis mis à prospecter autour de chez moi. Et puis j'ai trouvé un terrain qui est celui-là, en fait, où j'ai eu le coup de cœur. Donc je me suis assuré qu'il y avait de l'eau avec des sourciers, que la qualité de la terre était bonne en faisant venir un collègue paysan, et auprès de la mairie que je puisse reconstruire une ruine qu'il y avait sur ce terrain pour en faire une maison individuelle. Et donc tout ça étant fait, j'ai négocié avec les vendeurs et puis après j'ai acheté avec mon propre argent, aidé par ma famille, donc je voulais surtout pas passer par les banques. Donc c'est ma famille qui m'a fait confiance, qui m'a prêté de l'argent à taux zéro, on va dire, et j'ai pu acheter le terrain, puis je les ai remboursés après. Voilà, donc j'ai pu acheter le terrain tout seul, donc j'étais beaucoup plus réactif qu'en groupe. Et quand je l'ai acheté, j'avais l'optique de faire un écolieu vegan, mais je l'avais dit à personne en fait. Donc c'est uniquement un mois après avoir signé l'acte authentique chez le notaire que j'ai déclaré sur des groupes végétariens, vegan, ça y est, j'ai acquis un terrain et j'ai fondé un écolieu vegan et ceux qui veulent venir, ils viennent, quoi. Donc même si personne n'était venu, en fait ça n'aurait pas été bien grave parce que c'est un lieu sur lequel je me voyais tout à fait vivre, même tout seul, quoi, avoir une maison, des choses comme ça. Et en fait, y a des personnes qui sont venues, voilà. Et là, ça fait 5 ans que le projet est concrétisé, donc que le terrain est acquis. Et il y a plus de 700 personnes qui sont venues sur le terrain, soit qui sont venues le temps d'une demi-journée, soit qui sont restées plus longtemps sur le terrain. Voilà. Donc c'est un projet qui attire quand même pas mal de personnes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient changer quelque chose dans leur vie, qui aimeraient peut-être se rapprocher de la nature ou vivre de manière plus écologique, ou rejoindre une communauté végane ou un groupe vegan, et qui est intéressé, un peu curieux, qui est intéressé pour venir voir le lieu, comment ça se passe, etc. Voilà. Cotisant solidaire, c'est quand on a une petite surface, en fait, où qu'on travaille un certain nombre d'heures par an, mais pas énormément d'heures par an, quoi, par rapport à un exploitant agricole. L'exploitant agricole, lui, il a plusieurs hectares. Après, il y a des coefficients selon le type de culture. Évidemment, pour de la vigne ou du maraîchage, c'est pas le même coefficient. Le maraîchage a un plus gros coefficient, c'est-à-dire qu'il faut moins de surface de maraîchage pour atteindre la valeur limite qui fait passer à exploitant agricole. Et si on fait des céréales, là, il faut beaucoup de surface pour passer à exploitant agricole, évidemment. C'est par rapport au temps que ça prend la culture. Donc voilà, je suis cotisant solidaire, officiellement. Et je suis au RSA. En fait, le RSA me donne... quand j'ai quitté mon job, j'ai eu le droit à 2 ans de Pôle emploi. Donc on va dire en France, c'est relativement facile de quitter son job parce qu'il y a beaucoup de métiers où on a le droit à Pôle emploi jusqu'à 2 ans après avoir quitté son métier. Et après, moi je suis passé au RSA. Et là, le RSA, il complète le RSA par rapport à mes revenus agricoles. Voilà. Ici, on est relié à rien en fait sur ce terrain-là. On est autonome en énergie. Donc c'est-à-dire qu'on a notre propre électricité, on a notre eau avec un forage. Et éventuellement pour cuire, on a
un cuiseur solaire par exemple, ou un rocket stove, on cuit avec un tout petit peu de bois. En fait, voilà, on n'a pas de facture, pas d'abonnement ici. En gros, une fois que l'investissement initial a été fait, c'est-à-dire l'acquisition du terrain, éventuellement le forage, apporter des panneaux solaires, etc., que le gros de l'investissement de base est fait, eh ben, on peut vivre voilà, sans argent quasiment. Donc il y a eu quelques personnes qui sont venues ici qui vivaient vraiment sans argent, donc qui faisaient de la récup pour l'alimentation, et qui n'avaient pas besoin d'argent en fait, qui avaient un vélo, qui réparaient leur vélo comme ça, ou qui faisaient du woofing, donc échange de services. Pareil, je paye plus d'impôts depuis que j'ai quitté mon job, mes impôts ont baissé, maintenant je suis à 0. Et quand j'étais encore en poste, quand je travaillais encore, j'avais fait le bilan de mes dépenses. Et en gros, ce qui me coûtait plus cher, c'était 1, les impôts, et 2, c'était toutes les factures, tous les abonnements, 3, la voiture, et 4, l'alimentation. Donc actuellement, j'ai plus ni impôts ni factures, en gros, ni abonnement, bon, sauf mon téléphone portable. Mais il me reste encore la voiture, qui est encore un peu un point noir pour moi. Mais je pense qu'une fois que les travaux de la maison seront finis, je m'achèterai un vélo mobile. Donc en fait, c'est comme une voiture, il y a un habitacle, donc il peut pleuvoir, on n'est pas mouillé, et il y a une assistance électrique. Voilà. Et après, il reste l'alimentation. Donc tant qu'on n'a pas une grosse production alimentaire, soit on peut acheter de la nourriture bio, soit faire de la récup. Voilà. Mais bon, c'est tout à fait possible de vivre confortablement avec peu d'argent. Il y a des règles visiteurs et une charte permanent. Et on n'exige pas la même chose des visiteurs que des permanents, évidemment, parce que les permanents ils vont beaucoup plus impacter le site que les visiteurs. Et dans la charte, c'est pas écrit, mais en pratique, en fait, on peut venir ici avec des enfants pour un séjour court ou moyenne durée, mais on ne peut pas vivre ici de manière permanente avec des enfants, pour la bonne raison qu'en France, les enfants véganes, c'est très sensible comme sujet. Et si en plus il y a des enfants véganes qui vivent au plein milieu de la forêt, comme ça, sans tout le confort moderne, entre guillemets, on est mort en fait, tout simplement. C'est que c'est un gros danger pour le projet, pour des projets trop alternatifs, on va dire. C'est que malheureusement le véganisme en France c'est inconnu ou c'est très mal vu. Et les enfants véganes c'est assez sensible pour les parents. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de parents qui ne disent pas que leur enfant est vegan, qui disent qu'il est végétarien ou qu'il mange du poisson, etc. pour ne pas avoir de problème avec les autorités. Alors que dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ici, c'est trop sensible d'avoir des enfants. Donc la société européenne va dans le bon sens, c'est trop dangereux. Il y a très très peu de mairies en France ou de maires qui acceptent de se mettre en porte-à-faux par rapport à l'État. Par exemple, d'autoriser des choses écologiques sur leur commune qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi. C'est très très rare en France. Donc en gros, on va dire toutes les mairies sont aux ordres de l'État. Et l'État, lui, il a édicté des lois, des règles d'une société pas du tout écologique, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets alternatifs qui font des choses qui ne sont pas prévues dans la loi, tout simplement. Parce que la société n'est pas écolo, donc les règlements, les lois de la société ne sont pas écolos du tout et n'ont pas prévu des choses. Ou ne reconnaissent pas on va dire l'importance d'un projet écolo et ne font pas de dérogation par rapport au fait que c'est super votre projet, il n'y a pas d'impact sur l'environnement, c'est discret, ça refait de la biodiversité, il n'y a pas de paysans sur la commune, machin, donc on vous autorise quelque chose qui n'est pas autorisé d'après nos grilles, etc., bien rigides. Donc ça, en tout cas, moi, pour ce projet-là, ça n'existe pas. C'est bête et méchant, en fait, les autorités. C'est généralement, moi je dirais que c'est les personnes derrière leur bureau qui ne sont pas sur le terrain et qui regardent juste si on rentre dans les grilles, tout simplement. Et par exemple, on peut imaginer, à un moment donné, je voulais acheter un terrain constructible, viabilisé, qui va bien, pour mettre des habitats légers. Donc le terrain m'aurait coûté assez cher, comme un terrain constructible, ça coûte à peu près 300 fois plus cher qu'un terrain non constructible, mais j'aurais mis des habitats légers à 2000, 3000, 5000 euros. Voilà. Donc j'aurais investi beaucoup dans le terrain, mais peu dans l'habitat. On peut faire des très beaux habitats légers, écolos, intégrés dans le paysage, qui coûtent très peu cher en fait. Pas la peine de mettre 100 000 euros dans une maison. Seulement sur le PLU, donc le plan local d'urbanisme de la commune, c'était écrit que les habitations devaient avoir des tuiles romaines par exemple, un crépi de telle couleur et des volets de telle couleur. Voilà. Sauf que moi si je veux faire un tipi ou une roulotte,
bah, évidemment je vais pas mettre des tuiles sur ma roulotte, je vais pas mettre un crépi, je vais pas mettre des volets. Ça c'est un exemple typique de choses qui n'ont pas du tout été prévues dans la loi, donc dans les PLU, qui est une retranscription un peu de la loi au niveau local. En gros, la personne en chargée de l'urbanisme dans cette commune-là m'a dit bah non, ça n'a jamais été fait qu'il y ait un tipi ou une roulotte qui a été mise sur un terrain. Donc en gros, vous pouvez faire votre demande d'urbanisme, mais bon, elle ne passera pas, tout simplement parce que c'est pas écrit qu'on a le droit, donc bêtement, on va dire non, quoi. Voilà. Alors que au niveau écolo, discrétion, c'était vraiment nickel, mais non, c'est pas prévu. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Et ce qui fait que là, je me bats un peu avec les autorités, entre guillemets, pour les dossiers, les machins, faire accepter des trucs que eux n'acceptent pas. C'est un peu récurrent, voilà, ça fait plusieurs années que c'est un peu la bataille entre moi et les autorités, quoi. Voilà, donc en gros, faut plutôt être discret sur ce qu'on fait et puis essayer de les mettre un peu au courant de nos projets et qu'ils acceptent ça, quoi. Voilà, donc c'est toujours un peu un problème. Tant qu'on n'est pas dans une société écologique, pour moi, on n'y arrivera pas. Et les lois, en fait, il y a certaines lois qui sont faites quand une pratique se généralise, en fait. Quand il y a 5-10% de la population qui fait quelque chose qui n'était pas dans la loi à la base, eh ben, ils sont obligés de légiférer et d'inventer ou de créer une nouvelle loi pour rendre légale une pratique qui se généralise au niveau de la société. Voilà, donc pour moi, si on veut que les écolieux, les écovillages soient de plus en plus faciles à créer, qu'il y ait de moins en moins de problèmes avec les autorités, il faut en créer plein, en fait. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'écolieux, d'écovillages qui fleurissent de partout, qui fassent des choses légitimes, pas forcément légales, puisqu'on n'entre pas forcément dans la légalité, puisqu'on n'est pas dans le cadre de la loi, puisqu'on n'est pas dans une société écologique. Voilà, quand il y aura 5-10% de la population qui vivra de manière alternative, complètement écologique et qui n'ira à personne, j'espère qu'il y aura des lois qui seront faites dans ce sens-là et qu'on sera plus tranquille par rapport à ça. On n'est pas relié à EDF, donc on ne paye pas de facture EDF, ni de gaz, ni d'eau. Voilà, on ne fait pas marcher le business en fait. On est un peu en semi-autonomie, donc on va dire les autorités, les mairies pensent qu'on est hors système et qu'on ne fait pas du tout marcher l'économie de la commune, alors que en fait c'est faux. On peut très bien, par exemple le terrain agricole qu'on a vu avant, une mission de ce terrain-là, c'est de vendre des fruits et légumes aux habitants de la commune, en fait. Ou il y a un restaurant ou une auberge dans la commune, c'est aussi de leur vendre des fruits et légumes pour qu'ils fassent leur colis de tomates, etc. Et même l'ancien agriculteur à qui j'ai racheté ce terrain, il faisait de l'animation pédagogique. Donc les enfants de l'école venaient sur son terrain et apprenaient un peu à jardiner. Voilà, donc on peut tout à fait s'insérer dans une dynamique locale. Seulement plus les autorités, les communes nous mettront des bâtons dans les roues, moins on aura envie de s'investir et plus on sera en conflit avec eux, quoi. Donc c'est aussi dans l'intérêt des communes de nous lâcher la grappe entre guillemets pour qu'on puisse développer notre projet, qui voit que c'est pas on ne fait pas une décharge dans la nature en gros, hein, qu'on est bien plus écolo que 90% des citoyens de la commune et qu'on apporte vraiment une plus-value écologique à la commune. Pour moi, il y a deux choses fondamentales dans un projet d'écolieu ou d'éco-village. C'est le terrain. Donc ça commence à partir du moment où on a acheté ou acquis un terrain. Tant qu'on n'a pas de terrain, ça ne sert à rien de faire d'un plan sur parce qu'on est obligé de s'adapter au terrain et au lieu dans lequel on va faire son projet. Et deux, la charte ou les règles qu'on instaure sur le lieu, quoi. Surtout si c'est un projet collectif, sous forme de SCI par exemple, où chacun a des parts financières dans le projet. Là, c'est très important de faire des règles que tout le monde soit d'accord, ou faire le meilleur compromis. Donc ici, en gros, il y a des règles visiteurs et une charte permanente. Sachant qu'on va pas demander, on n'a pas le même niveau d'exigence par rapport à un visiteur ou à un permanent. Donc le visiteur ou la personne qui va séjourner quelques jours sur le lieu, en gros, les points fondamentaux qu'elle doit respecter, c'est l'interdiction complète de fumer sur le lieu ou de faire du feu. Parce que moi, en fait, je m'en fiche que les gens, j'appelle ça cultiver leur cancer, je m'en fiche, c'est leur santé, hein. Moi, tout ce qui est la santé, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'écologie extérieure. Mais le risque numéro 1 du feu ou de fumée, c'est l'incendie. Et ici, on est en climat méditerranéen, donc un climat très sec, en plein dans la forêt. Et donc, la pire chose qui puisse arriver ici, c'est l'incendie.
Donc ce qui fait qu'ici j'ai complètement interdit de faire du feu ou de fumer sur toute la surface du terrain, donc c'est plusieurs hectares de forêt. Enfin, de toute façon, la loi normale interdit de fumer en forêt ou dans les herbages, ce qui est du bon sens. Mais en gros, les gens, s'ils veulent fumer ici, eh ben, en fait, ils sortent du terrain, donc ils font 50 mètres, et ils peuvent fumer sur le chemin s'ils veulent, quoi. Mais en fait, ne serait-ce que faire ça, de prendre 3 minutes pour sortir du terrain, eh ben, ça instaure un petit rituel à l'extérieur du terrain, dans une zone bien définie, où les gens fument ici, et voilà, ils fument là, ils ont leur petit cendrier de poche, etc. Alors que si j'autorisais à fumer sur le lieu, eh ben, les gens ils feraient gaffe une fois, deux fois, et puis ils fumeraient là, ils fumeraient un peu où ils veulent sur le lieu, et puis la 42e fois, ils ne feraient pas gaffe, et puis ça pourrait être l'incendie. Voilà, donc ça c'est la règle numéro 0, la règle fondamentale ici, c'est ça, parce que s'il y a un incendie ici, eh ben, tout est perdu. Toutes les espèces animales, végétales sont mortes, en gros, donc on a tout perdu, c'est le risque numéro 1. Après, la seconde règle fondamentale, en fait, c'est l'alimentation. Donc ici, c'est strictement vegan, donc végétalien, et 100% bio, voilà, donc 100% certifié AB ou Nature et Progrès ou équivalent. Voilà, bon, vegan pour moi c'est totalement évident parce que là on est dans un projet d'écolieu vegan, donc en fait le véganisme pour moi c'est intégré à l'écologie. Pour moi, une personne qui se dit écolo, elle devrait être végane, quoi, parce que l'écologie pour moi c'est respecter tout ce qui est à l'extérieur de nous. Bon, il y a aussi l'écologie intérieure, moi ce qui m'intéresse c'est l'écologie extérieure, c'est-à-dire respecter tout ce qui est à l'extérieur de nous, dont les plus faibles, dont les animaux. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir de cloisonnement entre les écolos et les véganes, le droit des animaux, etc. Le droit des animaux, c'est de l'écologie en fait, on respecte le vivant, donc le vivant, les animaux, donc en étant vegan, on respecte les végétaux, par exemple en mangeant que bio ou des choses comme ça, en coupant pas les arbres. Donc pour moi c'est strict minimum pour moi d'une personne écolo, ce serait le véganisme. Pour moi c'est du bon sens. Pourquoi le bio? Parce que en fait si on achète chimique, moi j'appelle chimique tout ce qui n'est pas bio, en fait tout ce qui n'est pas AB, le chimique donc détruit les sols avec voilà, toutes les substances, tous les poisons qu'on met dans la terre. C'est détruit aussi une bonne partie de la biodiversité, puisque évidemment c'est fait pour tuer des animaux, des insectes. Et si on achète bio, en fait on achète Monsanto, on sponsorise toute l'industrie agroalimentaire. Donc pareil, un écolo, il devrait acheter que bio, Nature et Progrès ou équivalent. Donc c'est-à-dire connaître un maraîcher qui bosse très bien, qui sait exactement comment il bosse. Donc c'est pas du tout cohérent pour moi d'acheter du chimique. Donc on est 100% bio ici. Par contre on a une tolérance, c'est-à-dire qu'on accepte la récup chimique. C'est-à-dire une personne qui n'achète pas, donc qui récupère des fruits ou des légumes chimiques, donc c'est-à-dire non bio, c'est autorisé. Voilà. Parce que quand on récup, on sponsorise pas Monsanto et toute l'agroalimentaire. Et comme il y a des personnes qui viennent ici et qui vivent sans argent, ce serait un peu leur empêcher de pouvoir venir ici si j'interdisais la récup chimique, parce que malheureusement en France il n'y a pas assez d'offres bio. Donc faire la récup bio, c'est assez difficile d'avoir une bonne quantité de récupération de fruits et légumes bio. On a un choix énorme en récup chimique et pas en bio. Voilà, donc ça c'est les règles fondamentales, c'est interdiction de fumer ou de faire du feu, et alimentation strictement végane et bio. Ici c'est strictement végane, que ce soit en récup ou pas, parce qu'en fait l'animal, lui, une fois qu'il est tué, il se fiche complètement de ce qu'il est devenu, quoi. Donc entre guillemets ça lui fait une belle jambe, c'est un peu de l'humour noir ce que je dis, qu'il ait été mangé par quelqu'un, qu'il ait été gaspillé et jeté dans une décharge, ou qu'il ait été récupéré par un frigane, quoi. Donc nous on est vraiment pour le boycott total de l'exploitation animale, y compris la récup. Voilà. Et je dirais, on va dire les déchets animaux entre guillemets, c'est-à-dire la nourriture ou la viande qui est gâchée, sachant qu'il y a 50% quand même de la nourriture qui est gâchée en France, que ce soit animale ou pas, voilà, ce qui est complètement insupportable. Enfin c'est du délire total, hein, 50% de la nourriture qui se finit à la poubelle. Moi j'ai tendance à dire qu'ils gèrent leurs déchets animaux, qui leur fera des virus, des bactéries, etc. C'est pas nous qui allons récupérer ça. Et de toute façon, quand on est vegan depuis un certain nombre d'années, on n'a aucune envie de manger de l'animal, évidemment, pour ce que ça représente, qu'on l'ait acheté ou pas. C'est pas du tout une question financière, là, c'est beaucoup plus une question éthique. Mais bon, par exemple, personnellement, moi je fais que de la récup bio. C'est-à-dire que j'ai mes magasins bio dans lesquels je suis client depuis longtemps, et à chaque fois que je viens,
et ben spontanément ils me donnent 2-3 cagettes de fruits et de légumes. Voilà. Mais voilà, je ne veux pas fermer la porte du tout aux personnes qui font de la récup chimique vegan, évidemment, parce que ça ferme la porte à tous ceux qui vivent vraiment de manière très très alternative et qui ont très très peu d'impact sur la planète parce qu'ils vivent sans argent. Ici, ce qui est vraiment important, c'est qu'on privilégie les animaux sauvages avant tout. Et comment on fait ça? Bah déjà, du fait que ce ne soit pas un refuge pour animaux de compagnie et domestiques, qui fait qu'après, ces animaux-là perturbent toute la faune autour d'eux. Et aussi que là, il y a à peu près, je dirais, 80% de la surface du terrain qu'on laisse complètement sauvage et on n'y va jamais. Donc nous, humains, on s'accorde que 20% de la surface du terrain, la zone un peu à vivre, voilà, où on fait des cultures. Et il y a 80% du terrain où on n'y va jamais. Bon, on y va 2-3 jours par an pour les champignons, quoi. Mais bon, c'est... Et encore, on va juste dans 10% du terrain, donc il y a vraiment 70% du terrain où on n'a jamais mis les pieds, en fait, c'est une zone sauvage. Ça ne nous intéresse pas spécialement de découvrir cette zone-là, même si c'est bon, la forêt sauvage non entretenue. Mais ça fait une zone où les animaux sauvages peuvent vivre de manière tranquille. Et c'est vraiment des zones comme ça, en fait, qui manquent en France. L'humain a tendance à tout s'approprier, à faire des cultures, etc. Et les animaux sauvages, les arbres et les végétaux sauvages n'ont plus du tout d'espace pour eux, quoi. Voilà. Et en plus, c'est interdit la chasse ici, évidemment. Ça a fait 200 degrés, quoi, au centre. Tu peux tout faire cuire dedans, les légumes, tu peux même faire frire des choses, des beignets par exemple. Et bon, il faut mettre toujours de la vaisselle noire, évidemment, pour que ce soit le maximum de chaleur. Et si tu mets une cocotte noire fermée, ça te fait un four. Donc tu peux faire des gâteaux, du pain, voilà, ce que tu veux.